Chers amis, chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, la voix de la dissidence autonome et enracinée. Ce soir, le lieutenant Sturm à la barre, assisté par sa seigneurie Lord Sergueï à la technique, comme d'habitude, et flanqué de nos deux, on va dire MZ-onautes de l'été. J'ai nommé Monsieur PGL. Bonsoir. Et Monsieur K. Bonsoir. Qui vont nous narrer leurs aventures estivales dans quelques minutes. Auparavant, quelques salutations et informations. Je rappelle à nos auditeurs qu'il reste encore quelques t-shirts Méridien Zéro, dont vous pouvez apercevoir les magnifiques photos sur notre blog. Je crois qu'il en reste en taille L et XL, alors pressez-vous car ils ont eu un certain succès. D'ailleurs, je passe un grand merci à tous les auditeurs qui ont fait le geste militant d'acheter ce t-shirt. Je pense qu'ils ont pu manifester leur soutien à Méridien Zéro l'été sur la plage avec, d'une part, et d'autre part, sachez qu'ils ont contribué financièrement à la pérennité de notre émission. Autre information importante, j'engage tous nos amis auditeurs à écouter Europa Radio, initiative du Baron Fou, autonome et engagé. Je salue d'ailleurs le Baron Fou qui doit être à l'écoute ce soir. Formidable travail qui manquait à notre mouvance. Une radio qui, quand vous commencez à l'écouter, ne vous quitte plus lorsque vous êtes devant votre ordinateur. N'hésitez pas à soutenir le camarade en lui envoyant vos desiderata en matière de musique, en lui envoyant de la musique, vous avez le droit aussi. Et surtout, je vous le dis et répète, en écoutant Europa Radio, dont vous trouverez le blog sur oeffort.com, Europa Radio .oeffort.com. Toujours pour les amoureux de la toile, un petit site très très intéressant pour ceux qui ont le goût des volats de Guénon et de Junger, un blog qui s'appelle Vir Aeternus, initiative d'un camarade qui se lance dans ce travail de compilation et d'explication des textes majeurs de ces trois auteurs. Lecture enrichissante et indispensable pour tout homme libre et différencié. Je vous répète l'adresse, Vir Aeternus, aeternus.oeffort.com. Voilà, vous le trouverez rapidement et vous trouverez de la matière à lire. Et je salue son auteur, avec qui j'ai eu la chance de converser. Je rappelle à tous nos auditeurs l'adresse de Méridien Zéro, zméridien@yahoo.com. Ceci pour nous incendier, nous encenser ou nous poser des questions. Je finis en vous disant que nous avons préparé quelques émissions pour cette rentrée avec des thématiques et des invités variés. Cela devrait plaire au plus grand nombre. Attendez-vous aussi à quelques surprises. Donc restez à l'écoute. Alors, messieurs, c'est déjà la rentrée depuis 15 jours. Voilà. Nous sommes un peu en retard, on a pris le temps. Et grâce à vous, on va prolonger quelque peu les vacances, tout du moins au travers de vos expériences, puisque vous avez eu des congés actifs et vous avez pérégriné de manière estivale à travers l'Europe. Alors, portant haut les couleurs de Méridien Zéro, comme on peut le voir sur le flyer. Je cite en vrac l'Italie du Nord, l'Italie du Sud, l'Ukraine. Voilà, on va commencer par ça. Alors, racontez-moi un peu par qui je commence. On va commencer par l'Italie du centre, peut-être. Oui, si vous voulez. Monsieur K. Rome. Écoutez, j'étais à Rome à compter du tout début du mois d'août jusqu'à vers l'avant-dernière semaine du mois d'août. Donc je suis resté une vingtaine de jours à Rome, reçu très aimablement par nos camarades de la Casa Pound Roma, où j'ai eu l'occasion tous les soirs, sinon tous les soirs, beaucoup de soirs en tout cas, d'échanger avec les camarades qui étaient de faction, puisque je rappelle que pour garder la Casa Pound, qui est une occupation non conforme, ils s'astreignent à faire 2 tours de garde par jour qui durent 12 heures chacun, et que cette garde est absolument indispensable pour veiller à ce qu'il n'y ait ni intervention de la police, ni une attaque, par exemple, de l'extrême gauche ou de quiconque en fait voudrait porter atteinte à cette occupation. C'est une occupation qui héberge quelques familles. Il y a des foyers à l'intérieur de la Casa Pound Roma.
Et puis il y a évidemment tous les locaux militants avec un studio de musique, une salle de sport. Qu'est-ce que vous avez pu visiter? Parce que il y a quelques jours a été publié le bilan des journées de Casapande annuelles, qui correspondent en fait à leur assemblée générale pendant 3 jours, donc dans leur fameux squad d'Area 19, où ils disaient qu'effectivement ils avaient des dizaines de points, des dizaines d'occupations non conformes dans Rome, mais avec des activités très variées. Voilà, il faut savoir, on n'est pas que dans le logement ni dans l'occupation proprement militante. Il y a du sport. Tout à fait. Alors il y a beaucoup de choses. Il y a du sport, il y a de la musique, mais il faut savoir qu'au mois d'août, et Casapande ne fait pas exception, à l'exception justement de ceux qui gardent la maison, je dirais, pendant que les autres sont en congé. Beaucoup de militants rentrent dans leur famille en province, ou alors partent aussi comme nous le faisons pour aller voir d'autres horizons. Et les Romains en particulier, plus encore qu'encore en France ou à Paris particulièrement, sont partis au mois d'août. Voilà, il y a très très peu de gens qui restent, donc beaucoup de choses sont fermées. Donc je n'ai pas pu voir Era 19. J'ai raté de très peu la fête de la tanière du Tigre, qui était un véritable succès, où des groupes français ont été invités d'ailleurs, qui était un succès. Il y avait plus de 1500 participants. Mais ça m'a été raconté par le menu, par les camarades qui étaient là. Et puis alors j'ai comme je vous le disais, c'était plutôt un séjour méditatif et d'échange avec les camarades romains qui ont eu l'occasion de partager avec moi leur expérience, la leur et l'expérience collective que représente Casapande. Alors on parle souvent du cas romain depuis maintenant 2-3 ans. C'est quand même même dans les esprits européens et plus particulièrement français, c'est une lumière. En tout cas, c'est vers là que les regards se tournent en disant bon, il y a de l'imagination, il y a de l'audace, il y a de l'esprit d'avant-garde. Est-ce que, puisque tu as eu la possibilité de longuement discuter avec les camarades, est-ce que tu le ressens dans chacun? Quel est un peu l'état d'esprit du militant romain ou italien de Casapande? Sans trop m'étendre, je dirais 2 choses. La première chose, c'est qu'en effet, pour un militant de notre famille politique, Rome est une sorte de métropole spirituelle. Moi, je me sentais à Rome véritablement chez moi, mais pas au sens de la vie quotidienne ou de l'alimentation, des mœurs, etc. Mais beaucoup plus un chez moi intérieur. Je me reconnaissais dans cette géographie de la ville, dans cette architecture antique. Qui était en fait une sorte de paysage intérieur où je me trouvais tout à fait à l'aise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une très grande homogénéité, encore qu'évidemment les gens sont tous très divers, mais il y a une très grande homogénéité politique des camarades italiens. On sent qu'ils poussent dans la même direction et que malgré le fait qu'il y ait des tempéraments, évidemment, des goûts différents, ils ont été comme formés sur le plan politique à une certaine homogénéité constructive qui n'est pas du tout appauvrie. Voilà, ça c'est oui, parce évident. que je me suis laissé dire que autour du phénomène Casapande, les gens avaient quand même des activités culturelles ou métapolitiques qui les rapprochaient de familles dont les sensibilités pouvaient diverger. Je sais que on dit qu'à Casapande, il y a quelques anciens des courants monarchistes, que il y a des cercles catholiques, qu'il y a des païens, qu'il y a des gens versés en philosophie. Et là justement, dans ton propos, met le doigt sur quelque chose de très important. Cela voudrait dire qu'ils ont franchi un cap, c'est-à-dire qu'ils sont dans le politique pleinement, et qu'au-delà de leur sensibilité propre, ils arrivent à homogénéiser un sens politique. Alors d'abord, ça c'est vrai aussi sur le plan spirituel, c'est un peu moins vrai à Rome où ils sont tous très cathosceptiques, on va dire. Mais après, dans d'autres provinces que j'ai pu voir, comme par exemple la Latina, Casapande Latina, anciennement Littoria, et là il y a beaucoup de gens qui ont une foi chrétienne tout à fait, je dirais, banale en Italie. Donc ça, c'est pas un problème. En revanche, on voit une très grande homogénéisation des militants dans le combat politique, particulièrement ceux venus d'autres organisations. Je pense à des gens venus de Forza Nuova, où il y a une véritable hécatombe, on pourrait dire, ces derniers mois, oui, suite au ralliement en fait de la direction de Forza Nuova à une coalition électorale, disons, qui a beaucoup déçu certains militants et qui ont rejoint Casapande, qui reste aujourd'hui la dernière organisation extra-parlementaire à strictement parler. D'accord. Et ça, évidemment, avec des militants qui ont déjà 45 ans, 50 ans, voire cette
on ne voit qu'une tête dans la ligne. C'est assez intéressant. Bon, moi j'y vois un avantage, c'est-à-dire qu'il y a pas de, c'est très différent de la France. Il n'y a pas de discussion vague et oiseuse sur des points de doctrine, par exemple. Vous voyez, ça les occupe pas du tout. Alors que nous, on peut pas réunir. Ça évite les pertes de temps. Hein. Ça évite les pertes de temps. Nous, on peut pas réunir 3 militants sans qu'immédiatement ça parte sur une discussion de fond. Ça peut être très intéressant, très enrichissant, mais on part tout de suite sur les questions de fond et de divergence. En fait, les Français sont très polémologues dans leur manière d'aborder la politique. Les Italiens sont beaucoup plus dans l'action. Alors, je crois que c'est une question vraiment de tempérament et c'est aussi une question de style de travail. Et je crois que les gens de Casapande ont déjà démontré qu'ils sont passés, en effet, ils ont passé un cap qui est le cap de l'action, je crois, tout simplement. Alors, tu parlais de Littoria, et maintenant Casapande Latina. Il semblerait qu'il y ait une communauté extrêmement dynamique de camarades à Latina. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo rapide sur la ville, d'abord, et sur cette occupation qui est très récente, qui a quelques mois, et qui a fait beaucoup parler d'elle sur le plan estival. Je crois aussi, parce que l'immeuble est pas très très loin de la mer. Exact. Alors, je crois qu'il y a un paquet de mecs qui en ont fait leur station balnéaire militante. En introduction de ce propos sur Casapande Latina, je voudrais remercier les gens de la communauté Zentropa qui m'ont facilité mon séjour et qui m'ont reçu très aimablement dans une ville voisine qui elle aussi est faite sur le même modèle, c'est-à-dire que c'est une ville qui a été construite pendant le Ventennio, pendant le régime fasciste, l'ère fasciste. D'ailleurs, on voit sur les monuments EF, comme on mettrait, je sais pas moi, 400 après JC, quoi. Enfin voilà, donc c'est assez amusant parce que il y a en plus ce style années 30 qui est très attachant. Alors il y a cette ville, comme la ville où j'ai été reçu très aimablement par les camarades de la communauté Zentropa, a été construite donc par les architectes rationalistes, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de penser une ville moderne, enfin une ville nouvelle. Alors ils y ont pensé quand ? Quelle période ? Là, c'est le tout début du Ventennio, donc je veux pas dire de bêtises, mais ça doit être autour de 1924-25. D'accord. Et Mussolini a voulu faire de cette ville, en fait, une sorte de vitrine de ce que pouvait être le fascisme et de ce que pouvait être le fascisme architectural. Ça fait pas de moi un fasciste, mais je dois dire que la ville est extrêmement réussie. Voilà, c'est pas une grande mode des années 20, quoi. On n'est pas, on est sur une architecture qu'on pourrait qualifier de quoi finalement? Écoutez, en tout cas, elle est pas monumentale. Voilà, c'est important. Elle est à taille humaine. Il y a une interdiction qui avait été faite de construire au-delà de 3 étages, je crois. Tout le centre-ville est organisé autour de la mairie, l'église, le bistrot. C'est pensé en fait. On est dans un style art déco ou pas? Alors c'est assez carré. Oui, c'est assez carré. Enfin, c'est plutôt le style plus tardif qu'on aura en France au moment de la construction, par exemple grand Dieu, le bâtiment là. De l'actuel Trocadéro. Voilà, de l'actuel Trocadéro. Voilà, merci. Voilà, c'est un peu ce style-là. C'est des très vertical et avec des ruptures comme ça horizontales. C'est très réussi. C'est très agréable. On se croit en vacances tout le temps. Moi, je n'y étais qu'au mois d'août, mais je suis sûr qu'au mois d'octobre, il y a un climat encore de vacances. Alors, ce sont des villes très belles. Alors, Littoria, maintenant Latina. Et une ville qui a été construite sur le même schéma, donc rationaliste. Alors le mot est en même temps moi j'y mettrais pas un sens positif, mais en réalité ça veut dire construire des villes par avance pour l'usage. Et par exemple pour l'humain alors, pour l'humain véritablement, parce que tu parles de limitation de hauteur, d'empilage. Et les gens, les familles par exemple viennent sur les places parce qu'elles sont ombragées par des arbres qui ont été plantés il y a de ça 70-80 ans. Parce que les architectes qui ont conçu ces centres-villes avaient pensé immédiatement à la vie à l'extérieur, donc on est vraiment à l'opposé d'un Brasilia qui est vide, le contraire, et qui est mort en permanence. On est sur un travail qui a été fait pour les Italiens, enfin pour les habitants, le peuple. Tout à fait. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est la même époque que l'architecte français sinistre là, Le Corbusier, merci, Corbusier, oui. qui en fait appartenait à notre famille politique, à ses origines, et qui, progressivement, en quittant notre famille politique avec l'évolution de l'histoire, aussi avec le début des années 50, etc., est devenu fonctionnaliste, et s'est éloigné, justement, de de cet enracinement de l'architecture dans une réalité concrète et humaine. Bref. En tout cas, la communauté militante qui habite à Latina jouit d'une très grande sympathie dans la population parce que d'abord, elle héberge tous les services en fait d'urgence jouissent du parking de l'occupation non conforme de Casapande Latina.
Tu entends par là pompiers, sauveteurs, ambulanciers, etc. Ce qui fait qu'évidemment, ils sont immédiatement en contact avec la population. La population le sait. C'est un ancien immeuble de l'équivalent de l'EDF français. Donc c'est l'EDF italien, j'ai oublié son nom, qui avait laissé cet immeuble à l'abandon, qui est lui-même très intéressant sur le point de vue architectural parce que il est comme ça très vertical, avec des ouvertures carré comme ça, mais je dirais en quinconce. L'immeuble en lui-même est... On peut voir quelques photos sur Zentropa, et puis même maintenant, je crois qu'ils ont un blog ou un lien sur Internet à partir de Casa Pound italien. On peut aller voir des photos. Hein. Oui, parce que Zentropa a fait un gros effort de communication sur Litoria, parce qu'ils avaient des besoins de notoriété. Et je crois que la mission est remplie. L'endroit est très sympathique. Alors, la ville avait été construite pour s'étendre plutôt vers la gare, alors qu'en fait, elle s'est étendue plutôt vers la ville. Mais on est à 5 km du bord de mer. Les camarades de Casa Pound Latina se feront un plaisir de conduire ceux d'entre vous qui voudront y loger. C'est une communauté qui est pilotée par un camarade qui s'appelle Enzo, que j'ai eu la chance de connaître, qui est un type vraiment impressionnant par ses qualités d'humilité et de sérieux, en même temps que quelqu'un d'extrêmement accueillant. Et j'ai vu là une communauté vivante, avec des familles, des enfants. Alors oui, parce que c'est important, je crois qu'ils logent. Alors, eux logent du monde également. Hébergent. Leur principale action, c'est l'hébergement de personnes en difficulté, en fait, pour leur donner un coup de un pied à l'étrier pour se remettre dans la vie. Oui, les remettre dans le circuit social. Il y a des gens qui sans doute seraient morts s'ils n'avaient pas été récupérés par les camarades de Casa Pound Latina et qui aujourd'hui recommencent à vivre grâce à eux. Ils ont aussi des locaux militants et ils y organisent régulièrement, puisque le climat s'y prête bien, malgré les moustiques. On est quand même dans les marais pontins qui ont été asséchés pendant le ventennio fasciste. Mais reste quand même quelques moustiques qui gâchent un petit peu les formidables pique-niques qu'on a quand même réussi à passer avec ses camarades et la communauté Zentropa, des soirées vraiment avec une ambiance, je vous dis, à la fois familiale et militante, où les plus jeunes sont au service de tous et où les chefs sont au service de leurs militants. Voilà, j'ai vu une chose qu'il est assez rare de voir, je pense, dans le monde politique. Encore que je suis sûr qu'ils ont des difficultés, mais ils ont une certaine pudeur qui fait que ces difficultés, en tout cas, sont cachées aux visiteurs et ils font tout pour gommer derrière le travail. Voilà, exactement. Bon, alors ça vous a fait de belles vacances, tout ça, monsieur K? Oui, ça m'a fait de belles vacances. Et voilà, un dernier mot. Après, donc, je suis allé plusieurs fois à Latina en faisant des allers-retours. Alors, si, une question pour nos auditeurs, parce qu'on a utilisé alternativement Latina et Litoria. Oui. Donc, il y a une bascule de nom. Oui, alors, les camarades se font tatouer l'ancien nom sur le poignet. Là, ils se font tatouer la tortue de Casa Pound. Et les plus, les plus vintage se font tatouer l'ancien nom de la ville qui est Litoria et qui s'appelle maintenant Latina. Alors c'est post. Ah oui, c'est post libération entre 4 guillemets. D'accord. Voilà, on a fait plaisir aux libérateurs, on a modifié d'autres choses. Voilà, c'est ça. Alors, tout n'a pas été cassé. On voit encore le portrait d'un dictateur des années 20 sur le fronton de l'église. Ah, un certain Benoît, oui. C'est ça, Benoît Musselin. Ouais. Donc voilà, tout n'a pas été détruit. Un socialiste radical. Voilà, exactement. Et en revanche, j'encourage les gens qui auraient l'occasion à aller là-bas, ne pas trop en parler quand même, parce que c'est des coins où il n'y a pas de tourisme, où il n'y a que des Italiens. Et ça, c'est un plaisir de voir le contraste, par exemple, avec la côte espagnole, qui est ravagée par les HLM de vacances. Ce que moi, j'ai vu, en tout cas, de la côte italienne, est très préservé. Donc, secret défense militant. sur ce genre de lieu de villégiature. Bon, voilà. Très bien. Excellent. Bon, alors on vient de voir l'épicentre et la périphérie balnéaire de la communauté casapoundienne. On va maintenant remonter un petit peu au nord, nord de la péninsule. Oui, vers l'arc alpin, en fait, vers les alors vous, monsieur PGL, vous avez gravi des sommets, vous êtes baigné nu dans des lacs de montagne entourés de vestales germano... De Vestale et de Naïade, effectivement, voilà. Germano-italienne. J'étais dans cette zone très particulière de confluence entre la germanité et la latinité, plus précisément le Tyrol historique. Le Tyrol historique qui comprend aujourd'hui en Italie 2 provinces autonomes, la province du Trentino, le Trentin, avec Trento comme capitale, et le
Tyrol du Sud, qui a été annexé par l'Italie en 1919, d'ailleurs avec le Trentino, et qui là est une zone originellement germanophone, et qui aujourd'hui garde aussi encore aujourd'hui une population germanophone aux 2/3. Alors, pour aviser nos auditeurs on va dire du folklore local, de cette collusion de deux mondes, somme toute assez différents. On y croise donc des magasins où l'on parle allemand. On y croise des voitures de police avec écrit Polizei à gauche et sur les portières gauche et Polizia de l'autre côté. Oui, exactement. C'est assez amusant d'ailleurs. Alors je replace un peu le contexte. Il y a vraiment un croisement. Je suis allé là-bas en fait en renouant le contact avec un vieux camarade que j'avais connu l'année 2000 lors d'une dernière grande université d'été du Grèce dans ce lieu provençal légendaire qui est la Domus Europa. J'avais déjà visité cette région, je suis un peu fatigué ce soir, à 2 reprises. Et là, c'est un peu une reprise de contact. Donc, j'ai pu passer une dizaine de jours merveilleux sur la rive nord du lac de Garde, donc à Riva del Garda. Il faut savoir que le lac de Garde, qui est le plus grand lac d'Italie, se resserre un petit peu dans sa côte nord, un peu comme un fjord norvégien d'ailleurs, avec 2 stations balnéaires tout à fait charmantes et qui sont en fait traditionnellement depuis le milieu du XIe siècle un lieu de villégiature privilégié des Allemands et des Autrichiens qui voient déjà la préfiguration de la Méditerranée, parce qu'en fait ce lac procure à toutes les régions environnantes en fait 3 régions, le Veneto, la Vénétie, la Lombardie et le Trentino, procure un climat méditerranéen avec une faune assez luxuriante. On est vraiment sur la Riviera, avec des eaux magnifiques. C'est le paradis des windsurfers, des baigneurs, et puis bien sûr aussi des randonneurs. Donc on est en fait en quelque sorte entre mer, si je puis dire, et montagne. Et il suffit de prendre sa voiture, de rouler pendant 10 minutes, et puis au bout de route enlacée, on se retrouve déjà dans les Alpes, dans des petits villages médiévaux formidablement conservés. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, on est véritablement de la terre des châteaux. Dans le Tyrol historique, qu'on soit dans le Trentino ou dans le Tyrol du Sud, Haut Adige, pour les camarades italiens, Alto Adige, on est vraiment... il y a un patrimoine historique assez extraordinaire, un patrimoine médiéval, souvent bien conservé ou bien remis en valeur. On est aussi dans une zone prospère. On le voit, on est dans l'Italie, vraiment un peu de l'arc alpin, ce qui ne signifie pas pour autant, sur un plan plus politique, que la Ligue du Nord fasse de gros résultats électoraux. Dans le Sud-Tyrol, Haut Adige, ils sont quasi nuls. C'est autour de 1,5-2%. Et dans le Trentino, ça n'atteint pas, bien sûr, les records qu'on peut trouver en Vénétie ou en Lombardie. Donc en fait, bien sûr, comme l'ami Monsieur K, j'ai fait du tourisme, mais un tourisme un peu au sens du Vendéroung, de l'itinéraire et de projection. En fin de compte, c'est toujours pareil. J'ai été accueilli chez le camarade, et puis c'est à la fois, bien sûr, on prend pied avec une terre qui recèle un peu qui reflète un peu son paysage intérieur. Moi, c'est vrai, je suis très sensible un petit peu à ce contact, à ce mélange entre une germanité un peu assouplie, de ses côtés un peu lourdingues, un peu cascaboulons, si je puis dire, et une latinité qui est un peu recadrée, qui dans ses côtés parfois un petit peu exubérant, lorsqu'on est vraiment au bord de la Méditerranée. Donc en fait, on est cette zone historique de contact. Et donc, dans cette zone-là, au-delà, bien sûr, de l'aspect purement touristique, j'ai pris pas mal la voiture. Les Dolomites sont pas loin aussi, donc c'est cet endroit extraordinaire. Il y a aussi des communautés ethniques qui sont relativement préservées, les communautés ladines notamment, à la fois de le Trentino et dans le Sud-Tyrol, et puis même des petites communautés germanophones qui datent du Moyen-Âge, dans quelques petits villages du Trentino, notamment les communautés Moschènes et Cimbre. Les Cimbre qui renvoient un peuple des Cimbres, qui avait envahi la République romaine au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il faut savoir aussi que pour les amoureux des patries charnelles que nous sommes, cette région-là, il y a la région du Trentino, Alto Adige, et ensuite il y a 2 provinces autonomes qui évoluent aussi un petit peu de manière séparée, tout simplement parce qu'il y a eu des tentations séparatistes très forte de la part de la communauté tyrolienne germanophone
de 1919 jusqu'à peu près la fin des années 60. Il faut savoir que là, d'ailleurs... On peut rappeler que le Tyrol est toujours partagé géographiquement. Le Tyrol, d'ailleurs, l'épicentre historique du Tyrol, il est dans la partie aujourd'hui annexée à l'Italie. Le village de Tyrol est au-dessus de la ville de Merano, qui est une sorte de station balnéaire, la deuxième ville du Sud-Tyrol, dans laquelle, d'ailleurs, les Habsbourg avaient leurs habitudes. On est vraiment dans le monde, on le voit d'ailleurs, dans les paysages, c'est extrêmement ordonné, on a des vignes sur pied tout le temps, c'est extrêmement riche, à la fois on produit beaucoup d'agrumes, beaucoup de vin, et puis on a une architecture typiquement tyrolienne, quoi. Il faut savoir d'ailleurs que si le Tyrol n'avait pas connu le partage historique qui a été le sien, on aurait pu peut-être générer une sorte de Suisse alpine. Enfin, le Tyrol aurait pu évoluer un peu comme une petite Suisse, avec une grosse partie germanophone, et puis le sud qui serait resté italophone, mais il y avait une identité tyrolienne italophone. Il faut savoir d'ailleurs que lorsque le chouan du Tyrol, pour reprendre la formule de l'auteur catholique Jean Sévillia, s'est révolté, Andreas Hofer, donc qui est partout présent d'ailleurs là-bas, s'est révolté contre les troupes de Napoléon et contre les Bavarois. Beaucoup de ses partisans étaient aussi italophones. Donc ce n'est qu'après, bien sûr, avec l'ère des nationalismes, à partir surtout de risorgimento italien, de rupture linguistique. Voilà, d'une part, et surtout, il y a eu aussi la logique nationaliste qui faisait que l'Italie a réclamé ces terres irrédentes et les a obtenues, avec en plus, bien sûr, la partie sud du Tyrol, pour des raisons géopolitiques. Il fallait que la frontière soit fixée au Brenner, c'est la ligne de crête. Donc c'était pour des raisons avant tout géopolitiques et militaires. Donc on a eu cette fracture qui s'est effectuée. Mais depuis le début des années 70, avec un statut qui a été prolongé et amplifié en 2001, on a un statut d'autonomie assez unique en Europe, qui se rapproche de celui du Pays basque espagnol. Donc où on a une dévolution de la représentation des communautés, notamment germanophones, avec un strict bilinguisme, un système de proports qu'on retrouve un peu en Autriche, donc de proportionnalité, de représentation presque à la virgule près, au pourcentage près, selon les équilibres ethno-démographiques aujourd'hui, donc dans le cas des administrations, et comme tu le disais tout à l'heure... Mes images d'Épinal de tout à l'heure, mais très réelles. Voilà, au niveau par exemple de la police locale, on a un strict bilinguisme, on a il faut savoir que par exemple, sur un plan plus anecdotique, si vous faites verbaliser par un flic dans la province du Sud-Tyrol, Alto Adige, vous devez vous faire verbaliser dans votre langue maternelle. Si ce n'est pas le cas, le PV n'est pas valable, n'est pas recevable du tout. Alors il y a des patrouilles mixtes. Il y a des patrouilles mixtes. Par contre, ce n'est pas valable pour les carabiniers. Les carabiniers, c'est un peu comme notre gendarmerie. Là, ça représente le côté jacobin, ce côté centralisateur d'Italie. Donc, d'ailleurs, les Italiens aiment bien afficher leur caserne de carabiniers ostensiblement pour bien marquer quand même qu'on est en Italie. Et là, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, en fin de compte, l'héritage, on peut contraster du fascisme. Le fascisme a été, dans sa vision jacobine et étatiste, un des grands accélérateurs d'une immigration, d'un basculement démographique et ethnique au Tyrol, avec une immigration massive d'Italiens dans les années 20-30. Et il a voulu imprimer sa marque, notamment dans la principale ville, Bolzano, qui est une ville qui est un petit peu coupée en deux par la rivière qui la traverse, où on a une ville italienne à l'ouest et la vieille ville autrichienne, si je veux dire tyrolienne, à l'est. Lorsqu'on rentre dans Bolzano, on prend la Via Rome, on va jusqu'au bout. D'ailleurs, au bout, on a un petit bar qui s'appelle le bar 8,5, qui fait partie de la Casa Pound de Bolzano. On prend ensuite l'avenue sur la droite et on tombe sur un magnifique arc de triomphe, fascistissime, romanissime, que les Italiens du coin sont en train de rénover d'ailleurs. Je n'ai pas pu faire de belles photos parce qu'il y avait des échafaudages partout. Et chose assez particulière, on revient sur la Via Rome, on a notamment le siège du tribunal et on a une magnifique fresque d'époque, nickel, superbement entretenu, avec aussi un dictateur des années 20-30 Monsieur B, et une magnifique devise de l'époque, credere, obedere, combattere. Voilà. Donc on voit que là aussi, et visiblement pour les Italiens, c'est quelque chose qui n'est pas assimilé forcément au mal, à ces années tragiques, sombres, entre guillemets, du fascisme, mais c'est surtout assimilé à l'idée que c'est la présence italienne, ça marque l'imprégnation italienne. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'aussi à Bolzano, pendant très longtemps, le MSI a fait des super scores. Traditionnellement, le MSI faisait les meilleurs scores des partis italiens là-bas, alors que
étant donné que la démographie est encore en faveur des Allemands, c'était les partis tyroliens, notamment le Südtiroler Volkspartei, qui avait la majorité des suffrages. Monsieur K, et ensuite on revient. C'est un point important parce qu'en fait, comme le disait le camarade PGL, le fascisme est né dans les provinces du Nord-Est pour les raisons justement que soulignait Pascal, c'est-à-dire qu'il y avait la nécessité d'une affirmation de la frontière. C'est pour ça que la Disperata, par exemple, était de ces régions-là. J'ai rencontré un camarade du Veneto à la Casa Pound Latina, on a longuement parlé de ces choses. Les italophones sont très attachés évidemment à la présence italienne dans ces régions, parce que pour eux c'est une question, je dirais, d'existence. Même si évidemment moi mon cœur pencherait plutôt pour les solutions qui étaient tout à l'heure détaillées, c'est-à-dire bilinguisme et une autonomie très poussée. Mais les fascistes italiens sont très très susceptibles sur ces questions, comme nos camarades espagnols sur les autonomies. Et ça se comprend. Mais ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que nous, vu de loin, disons, vu sinon de Sirius, en tout cas de Paris, moi j'ai un attachement au peu que j'en connais en tout cas, mais à cette disons république alpine c'est aussi la richesse de l'Europe. Surtout on a une particularité aussi Tyrol, quelque chose qui n'avait pas été fait par exemple dans le cas de l'Alsace. Donc l'Alsace a vraiment été intégrée au sein de la République jacobine française. C'est qu'on a revu toute la toponymie. Et il y a un érudit local dont le nom m'échappe sur le moment, qui a créé de toutes pièces pratiquement, ou alors en se basant sur des vieilles sources romaines ou médiévales, une double toponymie, ce qui fait que lorsque vous prenez des cartes routières ou des cartes de la région, vous avez strictement une toponymie bilingue, stricte au niveau de cette province, en sachant que, quand même, la toponymie originelle, si je puis dire, la plus charnelle, c'est la toponymie germanique, ça va de soi. Alors, Pascal, une dernière question avant notre pause musicale. Quel est le sentiment de la communauté germanophone sur cet attachement un peu viscéral est-ce que c'est une sorte d'exil intérieur, de repli? Alors, disons que les choses se sont vraiment calmées depuis. Il y a eu une sorte une passionnariat Eva Klotz qui a longtemps entretenu la flamme du rattachement à l'Autriche. Il y a eu même eu des attentats dans les années 60. Et même les fascistes italiens allaient faire des représailles en dynamitant la statue d'Andreas Hofer en Autriche même. Et l'Autriche, depuis donc son intégration dans l'Union européenne, a abandonné ses revendications, même si elle a un droit de regard, elle se préserve un droit de regard sur le sort toujours de la communauté germanophone au Tyrol du Sud. Les choses se sont calmées, même s'il y a dans la communauté germanophone des petits partis qui restent radicaux, qui se manifestent. Actuellement, c'est vrai qu'il y a aussi le concept d'euro-région. Qu'on sait qu'il fera hérisser les poils des souverainistes et des paléo-jacobins de tout poil, ça j'en suis conscient. Mais ce concept d'euro-région aussi est très populaire. Moi je rentrais notamment dans les librairies germanophones, parce qu'on a des librairies strictement germanophones, notamment à Bozen, avec les éditions Artesia. Ils avaient publié des volumes où on parlait de l'euro-région, qui englobe d'ailleurs le Trentino italien. Là en fait on reprend le Tyrol historique. Donc globalement on se satisfait. Oui, c'est pas le découpage qu'on a en France pour les européennes. Voilà. Et puis même aujourd'hui l'évolution démographique italienne est presque stoppée. Les Italiens sont massivement présents dans les villes. Ils sont globalement majoritaires dans les villes, à Bozen-Bolzano, à Meran-Merano, Brixen-Bec-Bressanone, et c'est les 3 villes principales du Sud-Tyrol Alto Adige. Mais ensuite, dans les campagnes, c'est majoritairement germanophone. Avec d'ailleurs un dialecte allemand du Sud qui est relativement adouci par rapport à l'allemand standard, au Hochdeutsch standard. Ça, c'est étonnant d'ailleurs. Alors, on va dans quelques minutes faire une pause musicale. Auparavant, je tenais à dire quand même que vous n'avez pas fait que du tourisme culturalo, linguistico, géographico, historico-centré. Vous êtes allé voir aussi des camarades dans cette région qui sont nombreux, présents et variés. On va voir ça tout de suite après la pause musicale qui s'avance. Alors nous avons choisi pour illustrer cette émission qui est quand même aux couleurs italiennes, un extrait du dernier album de Zeta Zero Alpha, l'album titré Disperato Amore, ou Disperato Amore. Nous avons choisi le titre Rose Rosse dalle Camicie Nere.
Je vous laisse le soin de trouver une belle traduction à ce titre qui a à voir avec les roses et les chemises noires. Et je vous donne rendez-vous juste après pour que nous entrions un peu dans le détail des pérégrinations de Monsieur PGL. À tout de suite. Questa vita come getteresti un fiore così forte, amico mio, che qui il tempo non perdona, e fotti quelle circostanze, quei sorrisi da russiano, quelle frasi senza cuore di una vita buona, e sali sempre un po' di più e dona sempre un po' di più, che qui niente resta in piedi, che qui niente resta uguale, sono solo rose rosse dalle camicie nere. Guarda il vento come soffia e come gonfia queste vele, sono solo rose rosse dalle camicie nere, sono nate sopra il marmo di 1000 primavere. Costruisci senza sosta, senza riprendere fiato, un castello nella roccia, una diga nel destino, e fotti quelle circostanze, quelle mani stanche, quelle bocche storte, in quelle stanze, e sali sempre un po' di più, e dona sempre un po' di più, che qui niente ti è scontato, siamo quello che facciamo, e sono solo rose rosse dalle camicie nere. Guarda il vento come soffia e come gonfia queste vele, e sono solo rose rosse dalle camicie nere, sono nate sopra il marmo di 1000 primavere. Voilà, c'était donc Rose Rosse della Camicie Nere par nos amis musiciens de Zeta Zero Alpha. L'album est disponible sur le net, sur la librairie italienne Testa di Ferro, et distribué, je crois, aussi par le label Alternative. Je vous engage à l'écouter, c'est un bon moment de détente. Monsieur K, une intervention ? Oui, très important élément des vacances métapolitiques. Ça a été les trajets en voiture avec la compagnie Zentropa, où nous écoutions du Zeta Zero Alpha, mais aussi Sotto Fascia Semplice. Alors, ils ont sorti un album il y a pas longtemps, paraît-il. Je ne sais pas, je vous avoue que moi j'étais à l'arrière, et donc je ne mettais pas les CD, mais... C'était très sympathique, c'est très important. La présence musicale est très très centrale dans le travail qui est mené à Rome. Moi, les camarades m'ont expliqué que avant de commencer à faire de la politique, ils ont commencé par ouvrir un bar. Et lorsque les jeunes gens ont commencé à pointer le bout de leur nez dans le bar, et ben on a commencé à les grouper. Et ensuite, ils ont commencé à faire de la politique. Et c'est de la musique comme rendez-vous de sociabilité. Compte énormément à Casa Pound. Ils ont un très beau studio d'enregistrement, petit, mais professionnel. Mais fréquenté. Hein, mais fréquenté. Je crois que tous les groupes de la scène romaine, beaucoup, ils sont passés, mais italienne. Ouais. Voilà, donc ça c'était un point, puisqu'on vient d'écouter ce magnifique morceau. Très bien. Point important, la musique comme vecteur de combat. Alors, Pascal, donc tes pérégrinations nordiques d'Italie du Nord, pardon, t'ont amené quand même à croiser certains de nos camarades qui ont des centres d'intérêt un peu différents de ceux de Casa Pound. Voilà, donc il faut savoir qu'une des particularités de l'Italie, c'est d'avoir un enracinement local, provincial et régional très prononcé, malgré la nature jacobine historique de l'État italien. Et il y a dans les cités italiennes donc des réalités militantes très enracinées, très fonctionnelles et très efficaces. Bon, en dehors des extensions, des déclinaisons de Casa Pound dans le nord, donc dans Casa Pound, il y a une Casa Pound Rive. J'ai croisé quelques militants au café mon deuxième jour de vacances là-bas. Il y a une Casa Pound Bolzano. En dehors de ça, je voudrais évoquer donc deux réalités militantes assez remarquables. D'abord une co-animée par l'ami qui m'hébergeait. C'est la réalité militante dénommée l'Uomo Libero. L'Uomo Libero, en fait, l'homme c'est libre. L'homme libre, tout à fait. Il s'agit de quoi ? Il s'agit en fait d'une structure activiste et interventionnelle qui à la fois fait dans le culturel intelligent,
c'est-à-dire organisation de colloques. C'est une structure qui est basée à Arco. Arco, c'est une toute petite ville à 5 km de la rive nord du lac de Garde. Une ville d'ailleurs où l'archiduc Albert d'Habsbourg avait ses habitudes, une ville charmante, surmontée d'un magnifique petit château. Et là-bas, on voit en fait de compte 3 choses m'ont marqué à ce niveau-là. Donc, cette structure est animée par de vieux camarades comme Walter Pilo et Fabio Franceschini. Et cette structure existe depuis le début des années 90. Donc, elle conjugue à la fois donc, des interventions culturelles, comme je l'ai dit, et ensuite des actions humanitaires. Des actions humanitaires efficaces de terrain. D'une autre organisation plus connue en France, l'organisation Popoli. La Comunità Popoli. Voilà, tout simplement, la Comunità Solidarista Popoli est le pendant véronais, ils sont sur Vérone, de l'Homo Libero, qui sont sur Arco et Torbole. Donc ils entretiennent des relations... Des relations plus que fraternelles. Hein. Je crois qu'ils vont même de collaboration ensemble. étroite, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai présenté un peu les projets. Oui. Donc on fait ce qui m'a marqué profondément, d'une part, c'est le fait que les camarades italiens, comme le disait M. Catteler, font preuve d'une modestie dans la manière d'être. Ils ont intériorisé, en fin de compte, les pistes que traçaient Julius Evola au niveau de la construction de l'homme différencié, mais ils ne le clament pas sous tous les toits. Voilà. C'est mis en pratique sans... Ils sont sans le clamer tous les toits de manière outrancière. Je suis Evolien, je suis le super guerrier de la mort, etc., etc. D'une part. Deuxièmement, il y a une efficacité vraiment de l'action, il y a un pragmatisme. C'est-à-dire que là, ce qui me frappe, c'est un petit peu aussi une des conséquences des réalités locales, c'est-à-dire qu'on est dans une province prospère et riche. C'est la province de Trento est une province autonome, donc une bonne partie de la fiscalité reste sur place. D'ailleurs, on le voit dans le paysage. Moi, je suis épaté notamment par les infrastructures là-bas qui sont supérieures à celles qu'on peut avoir. On a des meilleures autoroutes du monde, mais là-bas, on est un cran au-dessus. Et puis voilà, c'est propre, c'est organisé, c'est carré à l'allemande, avec cette touche, bien sûr, de latinité unique. Donc, on est dans une province riche, donc ils se sont très bien débrouillés pour avoir de multiples subventions, à la fois de la région, donc Trentino Alto Adige, de plusieurs communes, et puis bien sûr des subventions privées. Donc ils ont une certaine manne financière qui leur donne une relative aisance, à la fois pour monter concrètement plusieurs types de projets, et à la fois aussi pour développer autour de ça merchandising, des objets et des revues, des brochures. Là, j'ai dans les mails un petit bulletin semestriel. Voilà, effectivement, codéchromie, papier glacé, c'est des revues d'intérêt. Alors, parlons de leurs projets et de l'exécution de ces projets dans le réel. Voilà, donc en fait, leur objectif, c'était de mettre en pratique concrètement notre vision ethno-différentialiste, c'est-à-dire l'identité. Et bien sûr, elle est valable pour nous en tant que telle, mais elle est valable pour tous les peuples. Et nous devons la défendre, porter le combat identitaire contre l'arasement et le déracinement, la globalisation de la modernité, un peu partout dans le monde, là où des réalités enracinées dans un territoire sont en lutte, sont sur la défensive ou sont en voie de disparition. Donc ils ont porté tout d'abord leur premier, si vous voulez, centre d'investissement géographique, ça a été l'Europe de l'Est au début des années 90. Donc, tous les nouveaux États réapparus sur les ruines de l'ex-URSS. Ils sont aidés les Pays-Baltes. Ils ont fait plusieurs projets en Europe centrale, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Pologne, en Lituanie, au tout début des années 90. Ensuite, quelques années plus tard, ça a été l'éclatement de la Yougoslavie. Là aussi, ils ont commencé à monter quelques projets en Croatie, en Bosnie, en Roumanie. Ils se sont tournés à la fin des années 90 vers l'Amérique du Sud, la Bolivie, le Chili et l'Équateur. Ensuite, ils ont redirigé leurs efforts vers le Tibet. Vers le Tibet, le régime chinois n'est pas tellement en odeur sainteté chez eux. Ils dénoncent les laogai, les sortes de camps chinois. Il y a donc une grande sympathie pour la cause tibétaine. Et surtout, les grands projets avec des subventions importantes vont tomber au début de la décennie 2000, avec tout d'abord des actions importantes menées en Argentine. En Argentine, vous savez que l'Italie a des liens historiques avec l'Argentine. Une bonne population de l'Argentine est d'origine italienne. Vous savez que l'Argentine a été un pays quasiment faillite. Le FMI a pratiquement ruiné ce qui était déjà un des espoirs industriels et économiques de l'Amérique du Sud, notamment sous Perón au tout début. Donc ils ont mené le projet Evita, et à plusieurs reprises ils sont allés sur place amener des vivres, aider les Argentins sur place, en amenant en mettant en place des projets concrets pour justement essayer d'adoucir le sort. Alors c'était toujours des projets locaux. Oui. C'était penser globalement, agir localement, pour reprendre cet adage bien connu. Ensuite, ils se sont redirigés vers
l'Europe et l'Asie. Alors les derniers projets importants en date, ils sont au nombre de 3. Tout d'abord, la Birmanie, avec la cause Karen. Donc la cause Karen, ce peuple d'origine mongole, qui était populaire un petit peu d'ailleurs dans notre mouvance, mais à l'époque c'était plutôt par les armes, avec le fusil d'assaut qu'on allait défendre. Beaucoup de militants de la mouvance au sens très large sont allés combattre là-bas. La fin des années 60 jusqu'à la fin des années 90. Des soldats libres, pour reprendre la magnifique expression de François Visidos, qui sont allés combattre là-bas, et souvent ils ont laissé leur vie. Il y a une très belle chanson sur le dernier album de Zeta Zero Alpha, Karen Freedom Fighters. Voilà, donc aujourd'hui, ils ont mis en place le projet Terra e Identità, en collaboration étroite avec la communauté solidariste Popoli de Vérone, et avec des fonds de la région Trentino Alto Adige. Ils ont fait un voyage là-bas en 2008, et ils mettent en place carrément des projets de nouveaux villages. Avec intervention de médecins, avec intervention d'instituteurs, mise en place d'écoles. Donc un nouveau village a été créé au cours de l'année 2009 et 2010. Ensuite, aujourd'hui aussi, ils redirigent leurs efforts vers le Kosovo, où ils étaient déjà intervenus en 1999, et là, notamment en collaboration avec Solidarité Kosovo de l'ami Arnaud Borella, qui d'ailleurs interviewé dans le dernier bulletin, le numéro 3, en date. Donc là aussi, ils redirigent leurs efforts. Et dernier point, l'ami qui me recevait était au même moment où j'étais présent là-bas, en déplacement en Crimée, où là, ils vont mettre en place un projet à destination des survivants de la communauté italienne. Il y avait une communauté italienne dans l'ex-URSS qui aujourd'hui est menacée d'ethnocide lent, notamment en Crimée, et quelques-uns encore dispersés dans l'ancienne Union soviétique, notamment au Kazakhstan et dans le reste de l'Ukraine. Et là, il est en déplacement à Kerch, qui est une petite ville en Ukraine, sur le détroit de Kerch, près de la mer d'Azov, pour justement apporter déjà du matériel informatique, prendre des contacts avec les représentants locaux de là-bas. Ils ont sorti un bouquin sur le sujet, puisqu'ils sortent aussi des livres. Un ouvrage collectif sur Karen est sorti. Donc il y a vraiment une activité à la fois double, métapolitique et d'intervention sur le terrain, et surtout des actions efficaces qui débouchent quelque chose de concret, avec surtout une faculté de trouver des sources de financement. Et on peut en rêver chez nous, de cette manière. Deuxième structure militante que je voulais évoquer, c'est la structure Vox Populi, qui n'a rien à voir avec nos camarades de Touraine. Donc cette structure est aussi animée par un vieux camarade dont j'ai fait la connaissance une dizaine d'années. Elle est basée dans une petite ville de l'est de Trento, Pergine Versugana. Et cette structure est plus une structure métapolitique, une sorte de Grèce miniature, si je puis dire, et qui, elle aussi, est arrivée à recevoir pas mal de sources de financement, à la fois privées et régionaux, d'une part. Elle organise des colloques, édite de magnifiques ouvrages. Un de ses derniers sujets de prédilection, c'est la thématique eurasiatique, avec deux ouvrages magnifiques qui sont sortis. L'un qui s'appelle Porte d'Eurasie, avec la collaboration d'universitaires de renommée en Italie, notamment le médiéviste Franco Cardini. Et le premier s'appelait Imperi delle Steppes, l'Empire des Steppes, d'Attila Ungarkhan, magnifique édition, où on a à la fois des traductions d'articles d'Alexandre Dugin et des interventions originales sur les aspects historiques et mythologiques de cette vision eurasiatique, qu'on pourrait éventuellement critiquer, mais en tout cas, il y a vraiment un travail de fond et efficace qui est mené, et surtout assez impressionnant. Quand on voit sur la forme et le fond ce qui est fait là-bas, c'est vrai qu'il y a des circonstances locales qui peuvent favoriser, qui peuvent être favorables, ça c'est clair, mais à côté de ça, il y a surtout une efficacité dans l'action, il y a un suivi et une méthode. D'accord. Alors justement, on était dans les steppes, on remonte un petit peu, et vous avez fait un grand écart géographique assez important, puisque vous êtes remonté en flèche vers l'Ukraine. Voilà, en fait, j'étais en Ukraine un peu avant. Ah oui, c'est vrai, pardon, autant pour moi. J'ai passé 10 jours en Italie autour de Ferragosto, le 15 août, qui est une date sacrée pour eux également. C'est les grandes vacances, c'est le grand centre des vacances du mois d'août. Au mois de juillet, j'étais en Ukraine. Ce n'est pas mon premier séjour là-bas, j'y vais annuellement. Et là, j'ai pu prendre contact avec les nationalistes ottomans ukrainiens. Donc les jeunes militants au pire, voilà, c'est ça. Il y a deux sites, reactor.ua qui est un site de Kiev. Oui, qu'on peut retrouver sur Saint-Tropez, il y a plusieurs... Voilà, de toute façon, je donnerai les liens dans mes chroniques sur le blog, il n'y a pas de problème pour les auditeurs intéressés. Et d'autre part, il y a un deuxième site qui s'appelle opir.info qui lui est basé à Lviv, donc la grande ville de l'Ukraine de l'Ouest, beaucoup plus nationaliste. Alors que peut-on dire très rapidement, parce que je crois que le temps nous est compté, sur cette structure? En fait, c'est une déclinaison
effectivement, de ce qui s'est passé en Allemagne. Il faut savoir que les Allemands, comme d'ailleurs tu l'avais dit à moult reprises, ont fait école en Europe centrale et orientale. Et là, en Ukraine... on fait école sur le principe de rupture des nationalistes autonomes, c'est ça, voilà, sur les modifications parce qu'en fait, à la fois intérieur et extérieur de travail. Voilà, donc en fait, pour faire très simple et un peu rapide, il y a deux grandes traditions aujourd'hui du nationalisme en Ukraine. Une tradition historique autour de l'organisation nationaliste ukrainienne qui fut un petit peu ce qu'a représenté l'IRA pour les Irlandais, donc le nationalisme né à la fin des années 30 et qui aujourd'hui se décline sous des partis institutionnalisés et puis une mouvance que les jeunes nationalistes trouvent un petit peu dépassée, un peu réactionnaire, même si elle continue à faire sur le plan identitaire et mémoriel un travail considérable. En liaison à la diaspora nord-américaine. Ce qui explique des fois, parfois, son tropisme atlantiste et surtout son manque de critique sociale complète. D'accord. Deuxième tradition, on a ce qu'on appelle le social-nationalisme, qui à la fois prend davantage en compte l'impératif ethnique et disons racial, d'une part, et d'autre part, opère une critique radicale de toute forme de globalisation et de modernité et de libéralisme économique. Donc ça, on est vraiment dans une démarche purement révolutionnaire. Alors cette tradition avait été surtout illustrée par un mouvement un petit peu très particulier des années 90 qui était l'UNAUNSO, le congrès, l'Union nationaliste ukrainien et d'autodéfense ukrainienne, qui aujourd'hui est en perte de vitesse, et surtout le Parti national-social qui aujourd'hui se décline sous le nom du Parti Svoboda, qui est une sorte de front national ukrainien et le parti qui monte. Le parti qui monte actuellement. Il y a eu des élections il n'y a pas très longtemps qui ont fait des scores assez impressionnants. Là. Enfin, ce parti Svoboda a fait un score assez étonnant dans la ville qui est qualifiée la ville la plus nationaliste d'Ukraine, la ville de Ternopil, a fait 35%. Ah oui, quand même. Au mois de mars. C'était un score local, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, renseignements pris auprès du petit peuple que je fréquente à l'occasion lorsque je vais là-bas. Ce parti éveille l'intérêt même dans les zones russophones, alors que c'est traditionnellement un parti qui est très bien enraciné dans l'Ukraine occidentale, qui est traditionnellement le piémont nationaliste de l'Ukraine. Donc il est représenté dans les assemblées régionales de Lviv, de Ternopil, etc., massivement d'ailleurs. Mais il commence à faire des scores dans les zones russophones de l'Est et du Sud, surtout dans le contexte actuel. Je n'y reviendrai pas aujourd'hui, mais je pourrais y revenir dans notre émission. On fera d'autres émissions là-dessus. Pouvoir de Viktor Yanukovych. Nos jeunes autonomes, là, actifs... Alors, je les ai rencontrés à Ternopil, j'ai pris contact avec eux. Le contact d'abord était prudent, ils étaient un peu sur la réserve. On est quand même dans un contexte très particulier en Ukraine aujourd'hui, où il y a une répression antinationaliste qui est assez prononcée. Un peu comme en Russie différemment. C'est-à-dire que dans ces pays-là... Parce que les camarades nationalistes autonomes russes sont pas à la fête, là. Mais c'est logique. Depuis un an ou deux. C'est logique. De toute façon, il y a toujours dans les pays ex-soviétiques à la fois une logique d'infiltration, d'instrumentalisation nationaliste. Et lorsque, ils ont cessé de servir ou qu'ils échappent un petit peu de forme de contrôle, là, on leur tombe dessus. Ça, c'est la répression ne les rate pas. Il reste une minute sur ce sujet avant tes chroniques, cher Pascal. Voilà. Donc, en fait, ces nationalistes autonomes se mènent des actions de terrain, des actions de sensibilisation, notamment, ils mènent des actions, par exemple, de nettoyage public, des parcs publics. C'est vrai que les Ukrainiens ne sont pas instinctivement de grands écologistes, donc c'est parfois un peu crado. Donc, ils amènent l'écologie urbaine sur le terrain. Concrète, des actions concrètes, voilà, de donner l'exemple un peu. Ça fait penser un petit peu, toute proportion gardée, à ce que faisaient les gardistes de Caudréan ou du mouvement romain, la Légion de l'Archange Michel, dans les années 30, où on réparait des ponts, on bâtissait des demeures. Donc, c'est l'idée d'être exemplaire, quelque part. D'autre part, il y a des actions qui sont menées avec tambour battant, sur d'affichage, de collage, plus classiques, à la fois sur des thématiques historiques identitaires. Par exemple, ils ont fait une manifestation massive en faveur de la division Galicie, qui est une division qui, au-delà de son engagement, est perçue comme une division qui a combattu pour la cause d'une Ukraine indépendante. Alors, ils ont justement, c'était assez étonnant cette affaire-là, parce qu'ils ont fait un défilé massif à Lviv, et pour échapper à l'interdiction locale de la police de Lviv, ils ont fait passer ça pour une manifestation de chemise brodée. Ils étaient tous en chemise brodée traditionnelle ukrainienne. Puis après, on a déployé les bannières. Il y avait des familles, des jeunes. Il y avait plusieurs centaines de personnes. Je mettrai le lien sur le blog. Le mieux est d'aller voir tout ça en images. C'est assez impressionnant. Oui.
Et donc, lorsque je les ai rencontrés, ils faisaient un concours ils faisaient un concours de sensibilisation aux grands chants militants et nationaux des autres pays d'Europe. Donc, il y a une grande ouverture d'esprit. Ils ont un petit site, un petit journal électronique sur le net qui s'appelle Strike, où ils reprennent des textes à la fois qui se classent dans le courant jeune conservateur, révolutionnaire conservateur, national bolchevique, etc., etc. Donc, il y a, en fin de compte, il y a une fermentation intellectuelle. On sent qu'un bouillonnement, là, c'est encore juvénile. Bon, dernier point que je voudrais souligner, il se retrouve sur les actions contre le système libéral, contre la marchandisation du monde, contre toutes les formes de modernité qui empruntent la jeunesse. Ils ont fait par exemple des actions anti-jeux vidéo, en brisant spectaculairement, en détruisant des jeux vidéo sur la place publique, fait des choses comme ça, qui sont saines quelque part, même si ça me semble un peu naïf. Par contre, sur les plans mémoriels et identitaires, il n'échappe pas aux fractures que connaît l'Ukraine. Et là, il n'y a pas de consensus. Les jeunes nationalistes autonomes de l'Ouest seront toujours plus nationalistes, plus conscients, notamment au niveau linguistique. Ils sont ukrainophones, alors qu'à l'Est, on sera encore d'un flou et il manque encore cette cristallisation identitaire, qui, espérons-le pour eux, se fera un jour, ou en tout cas progressivement. Très bien, nous aurons l'occasion de revenir. Voilà, je pense que nous aurons éventuellement de faire une émission sur ce thème. Ça le mérite largement. Un peu plus centré vers l'Est. Mais en fait, c'était une première prise de contact, assez intéressante. D'accord. Voir cette réalité en action à l'Est. Allez, on a peu de temps, on passe directement à vos chroniques. Alors, concernant les chroniques culturelles, on reprend un petit peu le fil en marche après la petite pause estivale. Je proposerai simplement 3 films. 3 films qui sont sortis en DVD au cours du mois d'août, je crois, si je me souviens bien. Premier film, c'est un film russe, le film Tsar de Pavel Lungin, qui est une évocation assez sidérante du règne d'Ivan IV et de sa relation avec le métropolite. Donc remarquable, surtout pour montrer le côté asiatique, le côté despotique de la Russie. Enfin, c'est vraiment assez sidérant. Un film de Pavel Lungin, Tsar, que je ne peux que conseiller. Deuxième film russe également, c'est le film L'Amiral, qui est une évocation très fidèle et très bien réalisée de la vie de l'amiral Kolchak, donc l'amiral blanc, à la fois dans sa jeunesse, et qui a ensuite combattu contre les forces bolcheviques, a été lâché par les Alliés et a terminé tragiquement. Donc là, c'est du grand cinéma historique, comme les Russes sont en train de le faire. On est étonné, d'ailleurs, je te coupe, on est étonné de la qualité de ce cinéma, parce que les 2 films dont tu parles, j'ai eu l'occasion de les voir et pour cause tu me les as passés, merci. On est étonné de la qualité matérielle et des moyens qui sont mis au service de ces grandes fresques. Là, il y a des moyens, c'est-à-dire qu'à la fois on trouve des fonds publics, des fonds d'État. Super production, mais au bon sens du terme. Exactement, on reprend ce qu'il y a de mieux à Hollywood, on y met les moyens, avec à la fois des fonds d'État, donc le régime de Medvedev Poutine a compris que le cinéma est un vecteur extrêmement important, et puis aussi des sponsors privés. Il y a des oligarques patriotes qui n'hésitent pas donc à financer allègrement ces projets. Troisième film, c'est un film peu connu, mais qui mérite de l'être, qui a enfin été en français, d'un titre stupide qui peut entretenir la confusion avec un autre roman du auteur dont il était adapté, c'est Fire and Sword, Le feu et l'épée. En fait, le titre originel, c'est Un conte ancien quand le soleil était Dieu. En fait, c'est un film qui s'enracine dans le passé païen de la Pologne, qui reprend un vieux conte mythologique dans lequel il est question d'usurpation du pouvoir, où on a à la fois intervention des anciens Slaves, les Polanes, les anciens des Polonais, et des Vikings. Donc c'est une superbe fresque d'aventure, magnifiquement réalisée et reconstituée, et surtout avec une évocation très réaliste, presque une sorte d'archéologie vivante de ce qu'a pu être le paganisme slave, notamment dans les rites du solstice, dans les rites du bûcher funéraire, etc. C'est à la fois très bien mené au niveau de l'action, et puis surtout c'est un reflet vraiment fidèle de ce qu'a pu être le paganisme des Slaves de l'Ouest. Très bien, merci Monsieur PGL pour toutes ces chroniques que vous retrouverez bien entendu sur notre blog OFOR dans les fameuses rubriques de Monsieur PGL. Alors, avant que de clore notre émission par quelques salutations diverses et variées, je voudrais vous mentionner une information que j'ai oublié de vous mentionner en début d'émission, à savoir la conférence le 24 octobre au soir de notre camarade Tomislav Sunic, qui viendra parler de la situation des Balkans et des questions identitaires en jeu. Voilà, politologue croate et ancien diplomate, qui sera d'ailleurs un des prochains invités de voilà, NZ. Qui nous fera le plaisir de passer devant nos micros. Pour toutes
infos sur cette conférence, veuillez consulter le blog oragedacier.info. Vous y trouverez le lieu, l'heure et la teneur exacte des débats. Je passe maintenant aux salutations diverses et variées pour clore cette première émission. On va dire bonjour à un peu de monde. C'est la rentrée. Il faut s'épauler, il faut se saluer et il faut se lancer des défis. Donc j'aimerais saluer tous les autonomes de France et de Navarre, Max Le Rital et les Parisiens, les jeunes Lorrains, Vox Populi à Tours qui est descendu cette semaine dans la rue, les camarades de Lyon, les camarades de Villeurbanne, de Reims, ils se reconnaîtront, de Normandie, d'Auvergne, les fourmis parisiennes et d'ailleurs, les radicaux de Wallonie, les insoumis de Genève non conformes, le gang des Scooter Boys de Lutèce, les aigles de la route du Lynx Club. J'oublie beaucoup de monde. Et nos amis sportifs du club Tyler Durden. Et un petit clin d'œil à notre ami Georges qui travaille beaucoup en ce moment et qui nous fera le plaisir de venir devant notre micro. Voilà, vous étiez sur Méridien Zéro. C'était la première de la saison 2010-2011. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour de nouvelles aventures. Le lieutenant Sturm Malabar entouré de Monsieur K et PGL qui vous salue. Salut. Bonsoir à tous. Et rendez-vous sur les chemins du combat de la victoire.